Bonjour et bienvenue à la cérémonie des Thés d'Or 2019. Nous sommes en compagnie de Pauline et Julien de Pepperpot Team. Bonjour. Bonjour. L'année dernière, ils nous avaient invités sur leur chaîne Pepperpot Adventures pour notre top et flop de l'année 2018. Et donc cette année, on a décidé de remettre le couvert. Parce qu'on a vu plein de films. On a vu effectivement plein de films ici, plus d'une centaine, on n'a pas compté précisément, on s'en fout. Cette année, en fait, on a décidé de faire les choses un petit peu différemment. Au lieu de parler des top 10, puis des flops 5 ou 10 de chacun, on a décidé finalement de faire un petit peu comme si c'était une cérémonie, d'où l'été d'or. Nous avons différentes catégories qu'on vous laisse découvrir au fur et à mesure. Chacun a nominé un film pour chaque catégorie, puis ensuite, ensemble, nous avons décidé de voter pour le grand gagnant. Et donc après, nous reviendrons sur ce grand gagnant. Cette vidéo, c'est pas un top 10, mais si ça vous intéresse quand même, sachez qu'à la toute fin de la vidéo, à l'écran de fin, vous pourrez voir les top 10 de nous quatre. Ouais, mais écoutez-nous quand même, hein, c'est Oui. peut-être intéressant. On parlait de plein de films variés. C'est parti! Bonjour à tous. Pour la catégorie, le film qui te colle un sourire jusqu'aux oreilles. Le film feel good, quoi. Les nominés sont... Sortez un plaid, des chamallows et un chocolat chaud. Doux et relaxant, riche en paillettes et en couleurs, c'est un film idéal pour une soirée cosy. Déjà, il y a les chansons des Beatles, et ça devrait suffire à vous convaincre, mais en plus, c'est une vraie comédie romantique feel good qui n'a pas peur des bons sentiments. Et ça, des fois, ça fait du bien. Et en plus, il y a les chansons des Beatles, quoi. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour être heureux? Une histoire d'aventure très simple au service d'un but lui aussi très simple. Faire évoluer un personnage de l'enfance à l'adolescence en s'amusant de son concept original. Même sans être la cible, le simple fait de connaître le dessin animé rend le tout très fun. Cette année, on a vu beaucoup de films lourds sur le conflit israélo-palestinien. Celui-ci traite du même thème, mais du point de vue de la comédie. Drôle, percutant et même doux, ce film est de façon très surprenante l'un des feel-good de l'année. Et le gagnant est... Yesterday. C'est un bon film, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus au final, hein. C'est juste un film feel good. Ça va bien avec la catégorie en fait. Ouais. C'est pour ça qu'il l'a gagné. J'ai pas trop l'habitude des films de Danny Boyle finalement, moi j'en ai vu assez peu, j'ai même pas vu Trainspotting. Mais c'est pas vraiment le film typique de Danny Boyle. Hein. Ouais, mais au niveau de la réalisation, j'ai trouvé quand même qu'il y avait, pour un film feel good de cette trempe, quand même des effets au niveau de la mise en scène assez sympathiques. C'est un truc qui est très intéressant avec Danny Boyle, c'est qu'il essaye à chaque fois de tester un nouveau genre et tout ça. Et on reconnaît quand même sa patte sur tout, c'est ça qui est vachement intéressant. Le mec, il peut te faire un film de zombies, un film sur des drogués ou alors un film sur les Beatles et tu vas quand même reconnaître sa patte et il va vraiment coller au genre qu'il exploite en fait. Bah. Après, film sur les Beatles, pour le coup... Non, c'est pas vraiment un film sur les Beatles. Beatles. C'est une comédie romantique. Voilà, c'est une comédie romantique. Moi, je savais pas, en fait, parce que je me renseigne très peu, finalement, sur certains films que je vais voir. Et j'étais assez étonné de voir que c'était une comédie romantique, je savais même pas. Et finalement, si on s'attend à un film sur les Beatles, on peut être déçu. Et finalement, c'est un film qui rend hommage aux Beatles, on voit que ça transpire l'amour des Beatles. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas un film sur les Beatles. Le plus réussi, je trouve, c'est la relation entre les deux personnages principaux, qui sont... Moi, j'y ai cru, moi. C'est vraiment la pure comédie romantique, en fait, où... avec plein de bons sentiments, avec... C'est mignon. Et Julien qui est triste. Laissez-les tranquilles, ils ont le droit de s'aimer. Ouais, mais... En fait, le truc, c'est que c'est un truc que Marie m'a fait remarquer souvent dans les films romantiques, c'est que la femme, c'est vraiment... quelqu'un qui n'existe pas, elle est parfaite, c'est la gentille amie qui attend, elle est drôle, elle est rigolote, elle est pas prise de tête. C'est la fille de rêve. Quoi, alors que le gars, il est banal, et ça, c'est un trope qu'on trouve beaucoup dans les comédies romantiques et qui n'existe pas dans la vie, quoi. Voilà, on a l'air de le défoncer, mais finalement, c'est un film... Non, on le défonce pas, moi je... C'est un film qui colle un sourire jusqu'aux oreilles. C'est pas un film incroyable dont on se souviendra dans 10 ans, mais il remplit très bien sa fonction de divertissement, d'été, mignon. Bonsoir à tous, bonsoir Marie, bonsoir Flavien et bonsoir Julien. Bonsoir Pauline. Nous sommes ici pour remettre le prix du film qui te met le moral dans les chaussettes, mais qui fait ça bien. C'est une catégorie qui consiste en quoi, Julien? Eh bien, c'est un film qui te met le moral dans les chaussettes, mais qui fait ça bien. Les nommés sont
Plus qu'un documentaire, un témoignage brut et essentiel d'une mère syrienne prête à tout pour défendre la liberté dans son pays. L'un des films les plus brutaux et crus qu'il m'ait été donné de voir. Ce drame poignant nous emmène à Alger durant la guerre civile, où une jeune étudiante essaye d'organiser un défilé de mode malgré la menace islamiste. Autant dire que vous allez pas beaucoup rigoler, mais vous passerez par tout un tas d'autres émotions chouettes. Ce film retraçant un segment de vie d'une jeune mère kirghize en Russie est fait pour mettre mal à l'aise du début à la fin, ce qui le rend aussi dérangeant qu'admirable. Bong Joon-ho ne nous a pas habitués à de grosses poilades. Parasite, avec son propos sur la lutte des classes, nous met le moral dans les chaussettes. Mais si cela marche aussi bien, c'est que le ton était au début volontairement drôle. Tu nous as bien niqué, hein. Et le gagnant est... Suspense. Pour Sama. Tout de suite, c'est moins fun que Yesterday. Tout de mais suite, moi, ça dans ressemble l'ambiance. plus au genre de truc qu'on va voir habituellement, mais quoique j'en avais jamais vu un comme ça quand même. Ça Non, m'a moi aussi. retourné. Hein. Ouais, nous on a été le voir parce que vous nous avez dit d'aller le voir. Mm. Vous nous avez bien Ah, vous pourri t'avez un dit d'aller samedi le voir. après-midi. Ça valait le Désolée. coup quand même. Ouais, ça valait vachement le coup. J'arrive même pas à le considérer comme un documentaire. C'est Tellement plus un c'est témoignage. un témoignage brut, quoi. Mm. T'as du mal à sortir de ça et dire c'était un film, c'est pas vraiment un film. D'ailleurs, le mettre dans une catégorie, le mettre dans un top, je trouve que c'est à part. C'est vraiment un film qui te remue les tripes, quoi, parce que tu sens vraiment la réalité du terrain qui t'arrive en pleine poire. Alors forcément, c'est vu du côté de quelqu'un qui est dans le camp des rebelles, donc forcément on a le point de vue des rebelles, mais en même temps, bah du coup on voit vraiment des gens de la vie quotidienne qui se retrouvent aussi confrontés à ça et qui ont pas d'autre choix qu'en fait de devenir eux-mêmes rebelles, parce que sinon bah c'est leur vie entière qui est bafouée, on les oblige à quitter leur ville, on les oblige à quitter tout ce qu'ils connaissent, à renier tout ce qui fait leur liberté. Et c'est un film qui, de ce point de vue-là, est vraiment... m'a vraiment pris aux tripes, et je suis sortie de là, j'ai rarement été aussi mal en sortant d'un film, mais j'ai pas regretté de l'avoir vu. C'est d'autant plus fort que ce n'est pas de la fiction. Par exemple, un film comme Papicha, qui est très fort, qui est très dur, il y a toujours quand même le prisme de la fiction. Ce sont des acteurs... Oui, c'est basé sur des faits réels, mais ce sont des actrices qu'on voit à l'écran. Du coup, il y a toujours ça qui permet de faire la part des choses. Là, non. C'est une femme qui prend sa caméra et qui filme ce qu'elle vit au quotidien pour expliquer à sa fille ses raisons. Et donc, c'est ça qui fait que c'est très dur. C'est que les gens qui souffrent ont souffert, vraiment. Il y a juste, par moment, forcément, avec ce genre de parti pris, bah, par moment, c'est un peu voyeuriste, parce qu'il y a la mère en train de pleurer parce qu'il y a le cadavre de son fils complètement désarticulé devant, qui pisse le sang sur le Et on le sang de voit la très clinique. bien. Hein. Et on le voit très bien. Et du coup, ça peut déranger. Déjà, il faut pas le donner à tous les publics. Mais Non. mine de rien, c'est quand même essentiel au final de montrer Ouais. ça. Mais Et C'est c'est même ça pas qui fait voyeuriste apporter parce le que film. c'est des crimes de guerre au final. Enfin, Oui, voilà, mais disons c'est que des trucs que tout le monde là-bas a vécu. Enfin, c'est un truc qui est important à Oui. montrer quand même. Ah oui, non, mais c'est complètement important à montrer, mais du coup, nous, avec notre vision un peu éloignée de ce truc, il y a des moments quand même où on se dit, ouais, vous êtes obligé de montrer autant, mais oui, en fait, c'est essentiel de montrer autant. Ouais, mais ouais. C'est une vision... important. C'est une proposition radicale. Mhm. Mais cette radicalité, elle se justifie. Elle dit, Oui. regardez vraiment la vérité en face. Ouais. Et là, on peut pas détourner le regard, quoi. Le film qui donne envie de faire la révolution. Les nommés sont... Une ode à la libération féminine en pleine période de troubles islamistes dans l'Algérie des années 90, Papicha est un film bouleversant, inclusif, vif et poignant, qui ose parler de sujets tabous. Et la réalité rattrape la fiction car le film a été censuré dans son propre pays. Une raison de plus pour le faire connaître au plus grand nombre. Comme dirait Durandal, c'est juste un film sur une famille pauvre qui essaye d'arnaquer une famille riche, et si c'était un film français, ce serait une comédie vulgaire où le père serait joué par Christian Clavier. Sinon, si vous avez poussé l'analyse un peu plus loin que le bout de vos pompes, vous serez transporté par ce récit de lutte des classes palpitant. Porté par des personnages tous désabusés mais en même temps très différents, ce film exprime à merveille l'incompréhension entre policiers et jeunes dans une banlieue, de la manière la plus directe qu'il soit, et en évitant de prendre parti. Ce film lutte contre le patriarcat, contre la façon dont on regarde les personnes handicapées et contre les religions qui emprisonnent chacun dans des rôles bien définis. Touchant et fort, j'étais prêt à faire la révolution en sortant de la salle. Et donc, le film de Gauchias qui a gagné le prix est... Les Misérables. C'est un film qui touche beaucoup, enfin qui choque beaucoup aussi. Enfin,
En fait, c'est une réalité dont on a vaguement conscience, mais quand tu l'as pas vécu, en fait, tu peux pas vraiment te rendre compte de ce qui se passe dans les banlieues et de cette violence qu'ils peuvent vivre. Et en fait, tout au long du film, tu vas avoir une sorte de crescendo où au début, ça commence comme la vie de tous les jours, en fait, mais tu sens qu'il y a comme une tension sous-jacente, et puis petit à petit, l'escalade de la violence va faire que tu te retrouves pris là-dedans et que tu as l'impression de vivre tout ce qui peut se passer dans ce genre d'environnement, quoi, et tu te prends une claque, quoi. Il y a un truc qui est vachement pertinent, je trouve, dans ce film, c'est que ça prend pas parti soit pour les policiers, soit pour les jeunes de banlieue, enfin même pas que les jeunes, que ce soit dans un camp comme dans l'autre, il y a des gens qui essayent de rester positifs, il y a des gens qui sont désabusés, et il y a des gens qui sont des crasses. Des deux côtés, et où du coup, ça prend vraiment pas parti, ça montre vraiment de façon assez, je dirais pas factuelle, mais assez brute, ce que ça peut être la réalité du terrain. Ouais. Ça diabolise ni les flics, ni les gens qui vivent dans les banlieues, et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant comme point de vue. Il y a beaucoup de gens qui se disent oui, ça va foutre le feu dans les banlieues, machin, je pense pas, parce que... c'est déjà la merde, de toute façon. Ouais, voilà. Même le pire des 3 flics, enfin, ils sont 3 flics principaux, même le pire, au final, tu dis, j'aime pas commenter, mais je te comprends quand même, au final, parce que tu vis ça tous les jours, c'est et ça. que... On n'a pas vécu pendant des années ce qu'il vit, et on sait pas par où il est passé, finalement, pour devenir qui il est aujourd'hui. Celui qui m'a le plus touché, c'est vraiment parmi les flics, c'est celui qui est complètement désabusé, et qui, en fait... Tu sens qu'il est qu'il est devenu flic justement pour essayer d'améliorer les choses et tout ça, et qui en fait se retrouve juste à vivre cette violence au quotidien pour lequel il peut rien faire, pour lesquels même les gens dans la banlieue ils peuvent rien ni faire non plus. C'est juste une spirale. Une spirale infernale où tu peux pas t'en sortir en fait. Ouais. Et j'aime bien dans le film justement entre le titre, et il le rappelle dans le film que c'est à peu près à l'endroit où se situe l'histoire des Misérables de Victor Hugo, et de montrer qu'absolument rien n'a changé. Et j'ai trouvé ça vachement pertinent. Tu dis, ça fait des décennies que c'est comme ça, et tu sais pas si... C'est super triste, mais tu sais pas si un jour ça changera, en fait. C'est ça qui est terrible dans le propos du film. Mais au-delà du message, parce qu'on parle beaucoup du message, et dans ce genre de films sociaux, des fois, à part le message, au niveau de la mise en scène, de la réalisation, etc., pas grand chose. Mais au niveau de la cinématographie, je trouve que le film est vraiment excellent. La mise en scène pour un premier film, c'est vraiment beau, c'est léché, mais surtout, la gestion de la tension est incroyable. Oui, parce que au début, on pense vraiment voir des tranches de vie, et au fur et à mesure, ça s'embraye, et c'est crescendo finalement, jusqu'à ce climax qui est... étouffant, qui est magistral, quoi. Donc rien que en termes de film, juste de film, au-delà du message, c'est réussi. Tu aimes les films à glacer le sang, Marie ? Ah oui. Eh bien, ça tombe bien parce que c'est désormais la catégorie un film à glacer le sang. Les nommés sont... Quand on va voir un film inspiré des actes d'un violeur et tueur en série, on peut difficilement attendre autre chose qu'un film glaçant. Mais rarement un film ne m'a mis autant mal à l'aise de par son côté glauque et cru si réaliste qu'il pourrait s'être déroulé à côté de chez nous. Après l'excellent Get Out, Jordan Peele persiste et signe avec ce thriller angoissant. Avec un concept très original et son lot de scènes anxiogènes, ce film ne vous fera peut-être pas sursauter toutes les 3 secondes, mais il vous laissera entre malaise et fascination. Dans un village suédois, un groupe d'amis se rend dans un festival célébrant le solstice d'été. Mais dans ce monde isolé, les choses ne vont pas se passer comme prévu et la tension va monter pour le spectateur dans une ambiance toujours plus étrange. 2 hommes dans un phare, du noir et blanc, des hallucinations, une ambiance incroyablement belle et flippante. Un film radical et impressionnant qui est tout bonnement fascinant. Et le gagnant est... The Lighthouse. C'est un film qui est ultra intéressant à beaucoup de points de vue. J'ai adoré déjà la relation entre les 2 personnages, Robert Pattinson et William Dafoe, qui sont extraordinaires. Qui aurait cru que Robert Pattinson serait capable de telles prestations quand on a regardé Harry Potter 4 ou Twilight? Non, mais franchement, si jamais vous avez des a priori sur cet acteur, oubliez-les. Ouais, Robert Eggers, c'est son 2e film, et je pense que c'est un auteur qui va marquer à l'avenir. On avait vu The Witch, et on avait trouvé ça assez ennuyeux, mais qui avait quand même une vision intéressante. Là, il prouve que sa vision d'auteur est géniale. Il a tourné, en fait, le film en noir et blanc, et il a tourné, en fait, dans un ratio très particulier, le 1:19, qui est un ratio qu'on n'utilise jamais, normalement. Et à la place, c'est parti d'une blague, je crois.
Parce que on lui a dit et si C'est on un- utilisait ce ratio, personne l'utilise, ça sert à rien, machin. Et il s'est dit mais ouais en fait c'est vachement intéressant pour représenter la verticalité d'un phare en fait. Tout le principe du film est basé sur quand tu enfermes en fait deux personnes dans un espace aussi réduit, comment les rapports peuvent s'envenimer, comment la folie peut s'installer peu à peu, ouais. C'est un film à ambiance également. Ouais. L'ambiance est magnifique. On pourrait croire au début que c'est ennuyeux parce que c'est juste le quotidien de deux gars dans un phare. Mais Sur une île déserte. sur une île déserte. Mais finalement, même quand il se passe pas grand chose, l'ambiance est incroyable. Le film est volontairement ambigu. Donc, il faut pas imaginer qu'on aura toutes les clés. La réalisation est géniale. Je ne comprends même pas comment il a pu faire certaines scènes Des plans de en dingue. pellicule. Alors, la catégorie suivante, c'est des poutous, des mamours et beaucoup plus si affinité. J'adore l'amour. Ah, mais moi aussi, ça tombe bien. bien. Et donc, c'est la catégorie qui récompense la meilleure scène de... De baise. voilà. Ah, j'adore l'amour. Pareil. Et donc, les nommés sont... J'ai rêvé de cette scène, plusieurs jours de suite. Et j'en rêve encore parfois, elle m'obsède. J'entends les exclamations scandées par ce croissant initiatique. Qu'est-ce que j'ai vu? Vous vous êtes déjà demandé comment les trolls se reproduisaient? Non? Vraiment? Vous êtes bizarre. En tout cas, grâce à ce film, vous le saurez. Une histoire d'amour subtil entre deux femmes apprenant à s'apprivoiser, mêlant simplicité et contrariété, dans un univers de fables et de peintures, et une scène de fusion des corps dans la même lignée. Un homme, une femme, un frigo, un plan à trois. Meilleure scène de sexe de l'année, indubitablement. La meilleure scène de sexe, c'est Midsommar. Alors c'est vraiment une scène qui se passe sur deux tableaux différents. Alors désolé, on est obligé un peu de spoiler sur le coup. D'un côté, on a un homme qui s'est fait draguer par... Qui s'est fait draguer, qui s'est fait droguer. droguer. En parallèle, on a sa copine qui, elle, est en train d'être sacrée reine du solstice, je crois, c'est un truc comme ça. Hein. Et donc du coup, on a les deux scènes en parallèle avec la fille qui essaye de retrouver son copain, qui est en train de faire l'amour à cette prétendante. Très jeune. Mais pas tout très, seul. très jeune, mais pas tout seul, elle est entourée des femmes du village, en train, Pousse le cul. qui vont faire plusieurs gestes. Il y a rien, au début c'est juste on fait les cris en même temps, et ensuite oui on vient commencer à aider. Une on espèce vient... de synergie, ouais, dans l'acte de... C'est très perturbant quand même comme scène, hein. C'est... Une espèce Déstabilisant, d'osmose dans cette manière de faire l'amour, qui est très déroutante, qui est très belle. Mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder? C'est ça, moi je rejoins Vraiment, Pauline. je sais pas si tu faut rire ou être t'es dérangé, en même temps t'as un peu envie de te marrer. Enfin, Mais c'est le malaise. Le malaise, c'est une réaction logique en fait. Quand t'es dans un malaise profond, bah tu préfères en rire en fait. Ouais. Alors qu'il y a rien de drôle. Mais je rejoins Pauline sur le Ouais, fait des vieilles à que poil, quoi. c'est beau. Visuellement c'est beau. Le cadrage est vraiment magnifique. La photographie est superbe. Et donc du coup, on est assis un petit peu émerveillé devant cette C'est chose. vrai. Dis Pauline, est-ce que tu aimes surprise pendant les films? J'adore les surprises. Eh ben tant mieux, puisque maintenant c'est la surprise de l'année, c'est-à-dire un film dont on n'attendait rien, et pourtant, c'était pas mal. Les nommés sont... Qu'est-ce qu'on pouvait attendre de Dumbo? Sur le papier, c'était parti pour être l'une des pires daubes de l'année. La première partie sans âme et formatée nous confortait dans cette idée. Puis la magie Burton s'est éveillée et j'ai été subjuguée. Après le décevant Bohemian Rhapsody, on pouvait décemment s'inquiéter de voir Dexter Fletcher s'attaquer à un nouveau biopic sur une star anglaise. D'autant qu'Elton John n'a pas forcément l'aura d'un Freddie Mercury. Et pourtant, la magie opère grâce à des numéros musicaux démesurés à la hauteur du caractère extravagant du chanteur. L'audace de la mise en scène et la prestation habitée de Taron Egerton en font une vraie réussite. Un film de zombies dans un entrepôt abandonné en un seul plan séquence, cela semble déjà vu. Et pourtant, mais je n'en dirai pas plus, dire que ce film est surprenant, c'est déjà trop en dire. Le film partait mal, car la bande-annonce ne donnait pas envie, et car on se demandait qui avait trouvé ça pertinent de donner le rôle de Gomez à Kev Adams. Et pourtant, au-delà de cette VF douteuse, le film est inventif, drôle, et rend parfaitement hommage aux œuvres précédentes tout en modernisant cet univers. Et notre surprise de l'année est... Dumbo. Si vous avez vu les vidéos top flop de Pepper Pot Adventure de l'année dernière, vous vous souviendrez que Dumbo, on avait prophétisé qu'il serait dans le flop. Comme quoi, hein, c'était bien planté. C'était bien planté, mais on avait des raisons d'avoir peur, parce que remake live de Disney, et parce que Tim Burton, il avait fait Alice au Pays des Merveilles, qui était quand même pas très bien. Ça partait super mal. Ça Au part début, mal.
La première partie, c'est exactement Les 40 ce qu'on avait premières minutes. prophétisé, quoi. Une fois que les 40 premières minutes, en fait, c'est juste le remake du dessin animé, c'est chiant. La mise en scène n'a rien de particulier. La souris a été changée par 2 gosses insupportables. Tim Burton, on a l'impression, quand il fait venir Michael Keaton, le personnage de Michael Keaton, qu'il arrive et qu'il dit « C'est bon, maintenant je vais faire mon film !» où il se moque gentiment de Disney. Gentiment, il se moque bien, de façon bien salée de Disney en plus. C'est vrai que pour un film Disney, c'est assez sarcastique. Ils s'en prennent plein la tronche. Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est les décors. Les décors en dur, Ouais, parce qu'il ça a tout marque. fait Les construire. décors sont sublimes et ça change des images de synthèse partout et des faux décors et du fond vert. Décor en brut. Après, j'ai vraiment, je sais pas alors si tu as eu cette même impression, mais j'ai l'impression qu'au début, les décors sont moches pendant la partie Dumbo, et quand ça passe à la partie Disney, les décors deviennent super beaux. La partie J'ai Dreamland, c'est surtout la partie Ouais, Dreamland ouais. avec les décors Mais j'ai magnifiques. j'ai vraiment cette impression que tout est fait pour. Avant c'est pas bien, maintenant la deuxième partie est mieux. Mais je pense que mais dans clairement, tous les le cas. gars... Mais il y a 2 films, c'est Le gars, il s'est incroyable. dit, bon, je vais faire ce qu'on m'a demandé de faire, je vais refaire Dumbo, machin, et après, une fois que je me serais occupé de ça, je pourrais faire... Il aurait pu mon délire à au moi, minimum faire un tout petit effort pour les 40 premières minutes. Mais après il a quand peut-être même. fait exprès du coup, ça marche super bien, Mais c'est il s'en super foutait, méta lui, de du coup. raconter l'histoire C'est de vrai. Dumbo, il voulait faire son truc à lui, du coup, il a rushé le fait truc. Voilà, il a rushé le début, puis Il a fait après, exprès, il a fait il son a- film, quoi. Il a bossé sur le fait de rusher le début en fait, c'est vraiment le. Limite, c'est pourri exprès, le début. Ouais, voilà, Genre, c'est bon, ça. on s'en fiche. Attendez, regardez, il y a un cirque, et puis... C'est le mec pourri tout seul son film au début. Et je trouve ça de fascinant façon du coup. logique. Ouais. Et c'est parti pour l'animation de l'année, c'est-à-dire... C'est-à-dire la meilleure technique d'animation, la plus belle animation dans un film d'animation. La sublime gestion des couleurs et des mouvements apporte un charme tout particulier à ce film, lui procurant une aura de douceur et de joie pour une dose de bonheur assurée. L'idée de génie de cette adaptation du conte de Dino Buzzati est d'employer des graphismes en images de synthèse, tout en optant pour un rendu dessin animé traditionnel, en 2 dimensions. Le mélange des 2 styles et l'utilisation de couleurs vives, inspirées directement des illustrations de Buzzati, donne un style unique et éclatant à l'animation qui évoque parfois les peintures impressionnistes. Une main part à la recherche de son corps dans ce film divisé entre l'histoire de cette perte et l'aventure vécue par cette main. Un défi technique, animer une main seule de manière cohérente pendant tout un film. La scène centrale du film, une sorte de climax hallucinant, mystique, aquatique et sensoriel, est ce que j'ai vu de plus sidérant en termes d'animation cette année. Ça aurait été encore mieux en payant correctement les animateurs responsables de ce joyau. Mais alors, quelle est l'animation de l'année, Vivou l'animation de l'année est Les Enfants de la Mer. Les enfants de la mer. C'est pas la main qui a gagné. C'est vraiment une scène sublime, quoi. J'avais rarement vu dans un film d'animation, surtout japonais, on a tendance à critiquer l'animation japonaise parce que c'est statique, machin, c'est pas assez fluide, nanana, et là, franchement, j'étais subjugué de bout en bout par ce que j'ai vu, quoi. Par exemple, c'est le genre de truc, soit tu rentres dedans, soit tu rentres dans ce genre de délire et ça te touche personnellement, soit tu passes 20 minutes à te dire mais qu'est-ce que c'est, mais c'est chiant, on comprend rien. Moi j'étais C'est touché. psychédélique. Hein. Ouais. Moi j'ai été touché aussi par cette scène. Par contre, le reste du film m'a pas non plus transcendé. Et j'en ai pas un très bon souvenir. Ouais. En fait, j'ai tellement un bon souvenir de cette scène que le reste du film, je me dis, c'était l'histoire en elle-même me fait pas spécialement Ouais, plus. c'est plutôt classique au c'est final, classique, hein. ouais. Et l'animation en elle-même, hors cette scène, c'est beau, mais Rien de fou. rien de fou. Le vraiment. reste Mais- est assez classique, mais c'est vrai que cette scène. Même le caractère design des fois est un peu effrayant, je trouve. Oh, Certains personnages font peur. Bah, c'est le trait de l'auteur aussi qui est assez spécial, parce que c'est basé sur un manga, Ça, bah, c'est c'est manga. adapté d'un manga à la base, et c'est vrai que le trait de l'auteur est un peu déstabilisé au départ, quoi, avec ils ont une espèce de yeux immenses. Là. N'empêche, cette année, on a vu beaucoup de films d'animation et très variés avec des techniques vachement différentes et quasiment tous excellents. Cette année, vraiment, ça a été ultra riche question animation. Je peux tenter tellement de styles et tellement de techniques différentes, t'as des possibilités par rapport au live, les possibilités sont infinies. Dis-moi, Julien, qu'est-ce que c'est pour toi le cinéma? Le cinéma, c'est une bonne prestation. Eh oui, et justement, maintenant nous en sommes à la prestation de l'année. Les nommés sont... James Key? Non, désormais pour moi Daniel Craig et Benoît Blanc, fantastique et captivant détective privé, aussi charmant que brillant. Véritable pointure du cinéma coréen, habitué des films de Bong Joon-ho et de Park Chan-wook,
Song Kang-ho accède enfin à la reconnaissance internationale grâce à sa prestation de père de famille bafoué dans Parasite. Son personnage incarne à lui seul toute l'âme du film, révolté contre les inégalités qui se cristallisent au sein de la maison de la riche famille Park. De la jeune fille mystérieuse et timide à la femme sensible et amoureuse, toutes les émotions se succèdent dans le personnage de Héloïse, toujours magnifiquement interprété par Adèle Haenel. Olivia Colman peut tout jouer avec une justesse vertigineuse. Elle le prouve dans ce film, passant de proie à tortionnaire avec une facilité déconcertante. Et le gagnant ou la gagnante est Adèle Haenel. Adèle Haenel, bon, là c'est pour le portrait de la jeune fille en feu où, oui, en effet, elle était exceptionnelle. Oui. Et je pense que de manière générale, elle a quand même fait une très bonne année. Hein. Je pense qu'elle a été repérée déjà à la base parce qu'elle jouait dans les films de Céline Sciamma. Après, on a commencé à la voir dans plus des films d'auteur, j'ai envie de dire. Vraiment dans du cinéma d'auteur et donc toujours dans les films de Céline Sciamma qui lui a offert avec le portrait de la jeune fille en feu un de ses plus beaux rôles, je pense. Elle joue aussi bien la fille très timide et réservée que la fille qui se découvre et qui s'assume, que la fille complètement femme frustrée. Et ça se sent qu'elle peut te jouer encore d'autres choses qu'elle n'a pas joué là en fait. Ça se sent dans sa façon de jouer qu'elle peut faire beaucoup de choses. En fait. J'ai vraiment l'impression. Je la vois bien dans de la science-fiction, un truc comme ça. Je la vois dans tous les styles, tous les genres. films. Elle a un charisme fou, elle sait vraiment aborder une palette ultra variée, et vraiment, je pense que, ouais, ça va être une des plus grosses révélations de cette fin de décennie et qui va exploser sur la décennie suivante, je l'espère. Oui. Je pense qu'elle a vraiment de l'avenir dans le cinéma français et je pense même qu'elle peut devenir une des têtes d'affiche du cinéma d'auteur français, voire de films plus grand public si on a envie de s'essayer. Et pourquoi pas à l'international? Oui. Et pourquoi pas à l'international? C'est quoi pour toi, Marie, le cinéma? Le cinéma, c'est avant tout une bonne scène. Et oui, et donc là maintenant, nous allons récompenser la scène qui nous a hanté cette année, celle qui est dans toutes les mémoires depuis qu'on l'a vue. Qui nous hante encore, à l'heure actuelle. Les nommés sont... Aika est un film jouant avec nos nerfs, nous laissant impuissants devant des scènes aussi réalistes que cruelles et injustes. La vision de cette jeune mère survivant à peine, obligée d'extraire son lait dans des conditions infâmes et douloureuses pour espérer souffrir moins les heures suivantes, m'obsède toujours des mois plus tard. Difficile de parler de cette scène sans dévoiler tous les enjeux du film, mais le génie de ce final repose sur deux choses. L'art de la réalisatrice à capter les regards et le talent incontestable d'Adèle Haenel. On se doute que dans un film avec une ambiance si particulière, une scène de sexe ne peut que mal se passer. Et pourtant, on est loin de se douter que cette scène, se jouant sur deux tableaux, devienne si perturbante. Dans le climax de Us, Jordan Peele déploie tout son talent de mise en scène. Jeu de miroir déformant, cette scène est parfaitement chorégraphiée, mise en musique afin que la tension soit à son paroxysme. J'avais du mal à respirer. Et le prix de la scène qui nous a hanté cette année est la scène finale de Portrait de la jeune fille en feu. La scène en elle-même, pour ceux qui ne l'ont pas vue et qui veulent donc se faire spoiler, c'est votre droit le plus strict. En fait, les deux protagonistes se retrouvent quelques années après leur liaison dans un opéra, je crois. Enfin, se retrouvent. Un théâtre. Enfin, non, se retrouvent, non, j'allais y venir. En fait, la protagoniste, enfin la peintre, voit le personnage d'Adèle Haenel, mais elle ne la voit pas, ou ne veut pas la voir. C'est pas dit clairement. Et en tout cas, le film se termine donc par un long plan séquence sur le personnage d'Adèle Haenel, dont je sais plus le nom, qui justement ne regarde pas Héloïse. l'objectif, voilà, Héloïse, et qui ne veut pas croiser le regard de son ancienne amante. Et tout l'enjeu de cette scène va être en fait de soutenir, parce qu'on est clairement dans la peau du personnage de Marianne, c'est Marianne, qui regarde Héloïse, qui elle refuse de croiser son regard et qui regarde la scène et dont on sent la souffrance au fur et à mesure que cette scène dure et ça ne coupe pas et tu vois le personnage d'Héloïse qui est de plus en plus bouleversé et tu ressens toute cette détresse dans la peau du personnage de Marianne en fait. Donc il y a tout un jeu de regard sur le fait de regarder quelqu'un et ce que veut dire le fait de regarder ou au contraire de fuir le regard. La scène, du coup, se passe pendant un opéra et ça a aussi un lien avec ce qu'elle a vécu il y a des années avant, lorsqu'elle a découvert la musique classique, etc. Et c'est pour ça que c'est fort. Et on parlait de la prestation d'Adèle Haenel avant. Juste dans le regard, elle te fait passer 26 000 émotions. Et c'est en ça que c'est une actrice incroyable. Il y a la mise en scène d'un côté et il y a la prestation qui fait que c'est une des meilleures scènes qu'on a vues cette année, quoi. Le fait que ça dure, justement, et que tu sens progressivement la douleur d'Adèle Haenel,
tu sens qu'elle peut se mettre à chialer à tout moment, mais qu'elle se refuse de chialer, ça rend le truc vraiment très fort, quoi. T'es comme ça sur ton siège, quoi. Et pour la dernière catégorie, évidemment, c'est le film de l'année. Pour nous, quel est le meilleur film? Et les nommés sont le gagnant. Eh bah, y a rien d'écrit, puisque on n'a pas pu voter pour le même, c'est notre choix très personnel. On vous donne rendez-vous tout de suite pour parler de notre film préféré à chacun et à chacune cette année. Je vais laisser du coup déjà parler Pauline et Julien, puisque vous avez le même film. Quel est votre film de l'année, selon vous? Dites-le tout. Du coup, votre film préféré, du moins. Midsommar. Ah, Midsommar aussi. Voilà. Non, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment un film où l'ambiance est omniprésente. On part de quelque chose de très simple. En plus, c'est un film d'horreur qui se passe en été, enfin au soleil tout le temps. Il y a toujours de la lumière en fait. Et ça, c'est déjà assez compliqué comme ça, mais c'est un exercice de style. Ah ouais, c'est c'est de réussir à t'installer une ambiance horrifique dans un contexte de soleil et de joie. Joie aussi, ouais, c'est voilà, vrai. c'était un challenge et il est vraiment brillamment relevé. Déjà, l'actrice principale, Florence Pugh, est incroyable. Au début, c'est assez cliché, enfin, c'est des mecs à la fac qui partent en vacances, machin, et puis il y en a une, il lui arrivait des trucs bizarres dans sa famille et tout. Et au début, je me suis un peu demandé où ça allait. Et cette actrice, on voit vraiment toute sa palette de jeux qui se dévoile au fil du film, et elle est vraiment excellente dans tous les domaines qu'elle traite, et je trouve qu'elle synthétise bien ce truc dans le film de plus c'est joyeux, plus tu te sens mal à l'aise. C'est elle, plus elle est heureuse, plus elle te met mal à l'aise. Il y a une vraie ambiguïté dans le personnage jusqu'à la fin. La fin joue sur l'ambiguïté du personnage. Ouais, hein. C'est ça, le film est gigantesque parce que tous nos repères sont mis à mal, toutes nos valeurs sont mises à mal. À la fin, on se dit mais est-ce qu'on a raison en fait de les juger? Est-ce que combien de fois dans le film tu te dis t'as une scène, tu vois la scène, tu fais mais c'est horrible, puis derrière on t'explique non c'est normal, c'est comme ça. C'est juste une autre culture. Et tu fais vraiment avec tes repères chamboulés et tu dis est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal vu dans ma vie pour penser que puis après non, tu dis non. Tu te mets toi-même à juger ton propre système de valeurs et c'est ultra intéressant du coup parce que t'es vraiment plongé dans une ambiance particulière, dans un contexte particulier, et où t'essayes, enfin, tu dis, est-ce que je dois recontextualiser, est-ce que je dois pas, comme exactement les personnages américains qui se retrouvent à fêter ce solstice. Mon film de l'année, c'est Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, voilà. Donc j'avais beaucoup aimé déjà les films précédents de Céline Sciamma que j'avais vus. J'attendais celui-là assez impatiemment vu qu'il avait été récompensé à Cannes du prix du meilleur scénario et les premiers retours étaient très bons. Et j'ai été complètement embarquée, déjà grâce à la mise en scène qui est vraiment très, comment dire, qui est vraiment très picturale en fait. Ça raconte l'histoire d'une peintre de base et la mise en scène est vraiment inspirée des tableaux et dans le travail sur l'éclairage et sur la composition des plans, t'as vraiment parfois l'impression de regarder une œuvre d'art et ça m'a émerveillée. Et aussi parce que c'est un film de femme, vraiment. C'est un film féministe, hein, clairement, je crois qu'on peut le dire. On peut, oui. C'est quand même l'histoire d'une femme peintre déjà, donc qui exerce une profession qui à l'époque était très majoritairement réservée aux hommes, et qui se retrouve à faire le portrait d'une jeune femme qui sort d'un couvent et qu'on veut marier de force et qui elle clairement ne veut pas se marier. C'est une espèce de huis clos en fait, tout se passe au sein de cette maison avec la jeune femme qui va se marier, la peintre et aussi une des domestiques. Et la mère, des fois. Et parfois la mère de la jeune femme, donc jouée par Adèle Haenel, blabla. L'enjeu du film est que Adèle Haenel ne veut pas se faire tirer le portrait, globalement, vu qu'elle veut pas se marier. Et donc la peintre va devoir la peindre en secret, donc elle va devoir l'observer en cachette, en vue de la peindre. Et une grosse partie du film va être basée sur le regard, comme on en parlait déjà quand on parlait de la fin du film. Et je trouve ça super intéressant, en fait, d'avoir fait un film entre deux femmes, où t'as cette thématique du regard et de comment on perçoit le fait en tant que femme de contempler et d'être contemplée, vu que il y a ce cliché en fait de ce qu'on appelle le male gaze, où en fait souvent quand une femme est filmée ou est représentée, on la soumet en fait au regard masculin et où elle est vue comme une sorte de femme objet qui est destinée à satisfaire le regard de l'homme. Et là, reprendre ce postulat de départ, mais avec une femme peintre, et donc avec un regard féminin sur une autre femme. Et du coup, ça rend le truc super intéressant. On a une histoire d'amour entre les deux qui va naître, hein,
parce qu'on est dans un film de Céline Sciamma, hein, donc bon, quand même. Et l'histoire d'amour est super touchante, et c'est jamais voyeuriste. C'est très délicat, et en même temps, c'est pas non plus un truc à la Call Me By Your Name où on va dire on met un couple homosexuel, mais pas trop, parce que ça va choquer les hétéros après on n'a pas envie de voir ça. Non, là, il y a quand même une sensualité, on voit clairement l'amour qui naît entre les deux, mais c'est pas fait de... C'est pas vulgaire. C'est pas vulgaire, voilà, c'est gracieux, il y a une grâce dans ce film, voilà. Aussi, ce qui est super, c'est que c'est l'absence de musique, étonnamment. Parce que c'est un Aussi, film ouais. dont le bruit et dont le son est d'autant plus marquant qu'il y a peu de musique. Et Enfin. quand la musique arrive, là, l'émotion est super forte, quoi. Bah, pour être très exact, en fait, et ça, on retrouve ça dans absolument tous les films de Céline Sciamma, en tout cas ceux que j'ai vus, la musique est toujours intradigétique. Oui. C'est-à-dire que pas y avoir de musique de fond comme on peut pour accompagner les scènes comme des musiques peuvent être réalisées par des compositeurs pour créer une ambiance, mais la musique qu'on entend, c'est quand les personnages vont se mettre à chanter ou quand les personnages vont mettre à jouer d'un instrument, c'est-à-dire que la musique fait partie de l'intrigue. Moi, le film que j'ai préféré cette année, c'est An Elephant Sitting Still de Hubo. Si j'ai été tant touché par le film, déjà, il faut savoir que c'est le premier film d'une personne qui avant écrivait des livres, et ce sera le dernier, puisqu'il s'est suicidé après avoir fini le montage de son film, avant même que le film sorte. Et ouais. c'est effectivement une bouteille à la mer, c'est effectivement une lettre d'adieu, il explique pourquoi il ne pouvait plus vivre, finalement. Le film, il est simple, l'intrigue, elle est très simple, en fait. Ce sont des personnes, finalement, qui vont vivre des choses pas cool, et au fur et à mesure du film, ces personnes vont se croiser, se décroiser, jusqu'à un final. Et pourquoi le film s'appelle An Elephant Sitting Still? C'est parce que toutes ces personnes veulent quitter leur quotidien pour aller voir dans la ville de Manzoli un éléphant dans un zoo qui passe son temps assis, alors que les éléphants ne font pas ça normalement. C'est une métaphore. Bah oui. On n'a pas vraiment envie d'aller voir cet éléphant qui s'assoit. C'est vraiment ce qu'il représente pour ces personnages qui est touchant. Et la mise en scène est incroyable, parce que avec Marie, on a hésité avant d'aller voir un film de 4 heures comme ça. On y a été juste parce que notre cinéma a eu la bonne idée de faire un entracte au bout de 2 heures, et on s'est dit, bon bah si on s'ennuie, on pourra partir. On s'ennuie pas au final, on s'ennuie pas, tu les vois parce pas que passer les 4 heures. il y a des plans très fixes qui s'enchaînent avec des plans séquences qui suivent les personnages, et on s'ennuie jamais. L'intrigue, elle avance toujours. Et c'est vrai qu'en fait, on a l'impression que le réalisateur aussi, il s'accroche à ses personnages. C'est sa seule raison de vivre, en fait. Et c'est pour ça qu'arrivé à la fin de son film, il peut plus tolérer la vie. C'est un film, bien sûr, à ne pas regarder quand on est un peu déprimé, parce que au bout des 4 heures, on a envie de se tirer une balle. C'est un film qui m'a touché. La musique est géniale, la photographie est sublime. Rien que parce que cet homme, il a mis toute sa vie, ses tripes dans ce film avant de se tuer. Le film, c'est terrible, mais le film mérite d'être vu. Enfin, cet homme, c'est tout ce qu'il a laissé au monde. Je suis d'accord, le film est bouleversant, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être particulièrement familier avec la situation de la Chine. Je pense qu'on peut tous s'identifier dans ces personnages et rentrer en empathie avec eux. En fait, c'est juste des personnages qui sont paumés, et qui cherchent un moyen de s'en sortir, qui veulent physiquement s'évader et sortir de Ça pourrait se leur passer situation. effectivement dans un autre pays que pourrait la se passer Chine. Ouais. n'importe où, clairement. Alors pour conclure, cette année, Eh les ben, tops. C'était une riche, une belle année. C'était une belle année, on a vécu des choses incroyables. Je trouve qu'en 2018 était un peu le dessus. C'est vrai que c'était une année très variée, très riche, avec des films de plein de pays différents, absolument fascinants. Et on a vraiment vu des trucs ultra variés. Parce qu'on peut très bien... On est allé voir des Endgame qui étaient excellents à des films chinois de 4 heures. Donc voilà, maintenant, vous vous doutez bien qu'en ayant vu une centaine de films chacun, on n'a pas vu que des bons films, même si c'était une très bonne année cinéma. On va passer à la partie amusante. Le sel Ah, enfin.
Du coup, si vous le souhaitez, vous pouvez tout de suite aller voir notre flop pour nous voir déverser notre sel. Est-ce qu'on va réussir à en déverser autant que sur Greatest Showman? Vous le verrez bien. Ça va être difficile quand même. Hein. À tout de suite dans le flop ou dans plus tard si vous voulez le regarder un petit peu plus oui, tard. allez vous resservir du thé Voilà, et puis revenez bon, quand même. Et du coup, on vous laisse avec nos top 10 de cette année 2019. On vous encourage bien entendu à voir tous les films qui sont dessus parce que ce sont des films de qualité. Et n'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos tops à vous. Et aussi à aller sur la chaîne Pepperpot, c'est nous. Non mais les gens ils sont Et à venus. vous abonner à Non mais les gens qui sont là, c'est parce qu'ils sont venus de toi, de vous. Bon, abonnez-vous à l'instant T, du coup. Ah ouais, c'est bien ça.